Il s'agit d'Étienne Claveau, qui a terminé son doctorat en 2020 au département en physique de la télédétection. Et Étienne a été professionnel de recherche. Il est actuellement postdoc, donc, où il travaille sur un projet donc, en collaboration avec la compagnie Zeus Imaging. Alors, donc, aujourd'hui, il va nous faire une présentation sur des exemples d'application de l'apprentissage profond pour l'imagerie aéroportée. Alors, donc, sans trop tarder, donc, je vais lui céder la parole. Ok, merci. Et puis j'ai envie juste de préciser comme doctorat à l'Université de Sherbrooke, sous la direction de Mickaël et de Khalifa ici présent. Ok, fait que c'est parti pour un petit partage d'écran. Screen one. Ok, c'est bon, vous devez voir mon écran en principe. La présentation, on passe en mode diaporama, c'est parti. Fait qu'effectivement, je vais vous parler des exemples d'applications concrètes de l'apprentissage profond, que vous allez souvent m'entendre dire deep learning à la place parce que c'est ce qu'on voit tout le temps dans la littérature et je me perds avec les mots français à force. Pour l'imagerie aéroportée, c'est dans le cadre de mon postdoctorat qui est, en tout cas, un partenariat avec l'Université de Sherbrooke et puis Xeos Imagerie. Deux, trois mots là sur la présentation de l'entreprise et puis ensuite on parlera de quelques définitions clés sur ce qu'est l'apprentissage profond pour que vous puissiez suivre au niveau du vocabulaire ce que je vais dire par la suite. On parlera de la détection automatique des erreurs. Il y en aura comme, on va les ranger en deux types, celles qui se font avant le mosaïquage des images et puis celles qui se font après. Puis on parlera de la segmentation, puis un petit peu de super résolution et de reconstruction d'images sans les ombres de nuages ou des ombres topographiques. Voilà pour l'ensemble de la présentation. Mais avant de commencer, j'aimerais juste comme quelques mots sur ce qu'est cette présentation et ce qu'elle n'est pas. Cette présentation, ça n'est pas un cours sur l'apprentissage profond. Vous n'apprendrez pas à faire de l'apprentissage profond en suivant cette présentation. Ce n'est pas un cours de programmation. Vous ne serez pas meilleur en MATLAB ou en Python en sortant de cette présentation. Et ce n'est pas une description détaillée et exhaustive de tous les travaux qui sont faits en recherche et développement auprès de Xeos Imagerie. C'est un petit échantillon. En revanche, cette présentation, c'est simplement une vulgarisation scientifique, en principe, même si vous n'avez jamais trop fait de traitement d'image, si vous n'avez jamais fait d'apprentissage profond et que vous ne savez pas coder, vous devez quand même comprendre pas mal tout ce que je vais expliquer. Cette présentation, c'est beaucoup un partage d'expérience. Je vais vous dire comment j'ai vécu les choses, comment je les ai ressenties, comment j'ai eu des idées, comment j'ai essayé de les mettre en application, des méthodes de recherche d'informations pour ne pas rester bloqué dans des problèmes. On se dit « Oh my God, comment je vais faire pour m'en sortir ?» Non, comment est-ce qu'on identifie un problème et on s'en sort. Fait qu'au bout du compte, c'est comme un encouragement pour les étudiants, puis pour les pas étudiants non plus, pour essayer de se dépasser, d'aller plus loin, d'être curieux, etc., etc. J'espère que vous allez le ressentir au fur et à mesure de la présentation. Quelques mots sur Xeos Imagerie. Alors, je ne travaille pas pour Xeos Imagerie, puisque je suis en postdoctorat à l'Université de Sherbrooke, mais à chaque semaine, j'ai une réunion avec l'ensemble du personnel de Xeos Imagerie, et j'ai envie de confirmer quelque chose, quelques-unes des affirmations qui sont présentées par Xeos, comme par exemple le milieu de travail agréable, l'honnêteté, la transparence, la responsabilisation, l'épanouissement. C'est quelque chose que j'ai déjà pu ressentir et j'ai envie de le souligner, notamment le patron, là, Tony Saint-Pierre de Xeos. Il est vraiment comme, il est sympathique, mais en plus, il encourage à ce qu'on se dépasse, à ce qu'on essaie d'aller plus loin, et il accepte qu'on puisse se tromper, passer du temps, suivre des pistes de recherche qui malheureusement n'aboutissent pas comme on avait espéré, et il accepte ça, ce qui permet d'explorer plein de pistes et potentiellement d'avoir de très bons résultats. Et moi, c'est quelque chose que j'apprécie beaucoup et j'avais envie de le souligner. Alors, quelques définitions clés. L'intelligence artificielle, j'ai envie de dire, en tant que scientifique, en tant que vulgarisateur, on a comme une responsabilité vis-à-vis du grand public, je pense, opinion personnelle, qu'on ne devrait pas parler d'intelligence quand on parle d'intelligence artificielle. Ça laisse traîner cette imagerie générale là de ces réseaux de neurones, de ces ordinateurs qui seraient intelligents. Je n'ai encore jamais rien vu d'intelligent dans ces programmes informatiques. J'avais envie de le préciser. Bref, Turing, en 1950, propose le concept de machine qui pense. C'est l'ensemble des théories, des techniques mises en œuvre en vue de réaliser des machines capables de simuler, et j'ai mis le mot en gras, l'intelligence humaine. Alors, l'apprentissage automatique, on voit dans la littérature sous le nom de machine learning.
Là, c'est l'algorithme qui apprend à partir de données à exécuter une tâche sans avoir été explicitement programmé pour ça. Ce qui est important, c'est que ça, le code n'est pas programmé pour la tâche. Il apprend à partir des données. Ça connaît un grand développement à partir des années 80 grâce à l'augmentation des capacités de calcul des ordinateurs. Vous connaissez certains algorithmes, comme par exemple le Random Forest ou le Support Vector Machine. Ensuite, là-dedans, à l'intérieur de l'apprentissage profond, il y a du machine learning, il y a le deep learning qui n'est c'est un type particulier de machine learning, l'apprentissage automatique. L'apprentissage profond, ce n'est pas tout neuf en soi. Le premier perceptron, c'est la petite formule mathématique que vous voyez ici, a été inventé en 1957. Et puis ici, vous voyez un premier traitement d'image, mais comme analogique, qui était fait avec des petites ampoules reliées avec plein de câbles pour pouvoir détecter et identifier des chiffres. Et tout était câblé, tout était analogique, il n'y avait pas de numérique, mais ça fonctionnait déjà en 1957. L'apprentissage profond, les algorithmes d'apprentissage profond sont construits sur une architecture en couches de neurones. Vous allez m'entendre parler de couches et de neurones un petit paquet de fois. Plus le réseau contient de couches, plus il est dit profond. Alors maintenant, on va se poser la question, mais c'est quoi un neurone? Moi, je ne suis pas biologiste, fait que ça ne va pas être ça un neurone. Un neurone, ça va être ça. Ça va être des nombres dans les petites boîtes oranges qui vont être multipliés par des poids le long des petites flèches. Puis on va les faire passer dans une fonction d'activation, on va sommer le tout, on va pouvoir ou non ajouter un biais à ça et sortir un nouveau nombre en sortie. Bref, ce sont des opérations mathématiques qui transforment des nombres en un autre nombre. Ici, c'est la formulation plus rigoureuse mathématique des opérations qui se passent dans les réseaux de neurones, mais je ne suis pas mathématicien non plus, on va passer. Alors, en entrée dans un réseau de neurones, vous avez donc des nombres qui sont multipliés par des poids, ça donne d'autres nombres, et à la fin, on va obtenir des nombres comme finaux dans la couche de sortie, et ce sont ces nombres-là qui vont nous intéresser parce que c'est eux qui vont nous permettre d'obtenir le résultat qu'on cherche à obtenir. Le problème, c'est que si on voulait rentrer une image pour, par exemple, faire une classification, une segmentation, ça prendrait beaucoup trop de neurones en entrée, on doit réduire la dimensionnalité, et pour ça, on va extraire les caractéristiques pertinente de l'image. On n'a pas besoin de toutes les valeurs, de tous les pixels de l'image. On a besoin de certaines caractéristiques pertinentes qui vont nous permettre d'identifier ce qu'il y a sur cette image. On va utiliser pour ça des filtres de convolution que je ne vais pas détailler, qui vont se promener le long de l'image pour créer ce qu'on appelle des cartes de caractéristiques qu'on va agglutiner, coller les unes aux autres, qu'on va faire rentrer dans le réseau de neurones fully connected, complètement connecté, là, j'ai plus les mots qui me viennent en français, et ça va pouvoir nous autoriser à faire des classifications, comme par exemple ici, est-ce que c'est un lion ou un tigre? J'ai envie de vous emmener une seconde pour vraiment visualiser, parce que c'est très très beau. Ici, par exemple, si vous allez sur ce site internet, vous me demanderez l'adresse si ça vous intéresse, où on peut vraiment visualiser ce qui se passe sur un réseau de neurones, où par exemple, je rentre un chiffre, alors j'espère que j'ai bien le taper, sinon ça va être ridicule comme exemple. Ok, je vais prendre un autre parce que là, il n'a pas fonctionné correctement. 2. Allez, trouve-moi c'est quoi le 2. Oui, tu as trouvé. Ok, ici, j'ai mon 2 que j'ai écrit. Et puis, le réseau de neurones, il va faire passer des fils de convolution dessus pour identifier des poids qui vont être pertinents pour l'identification de ce chiffre. Est-ce que c'est un 2 ou pas? Ici, on voit qu'il y a une réduction de la dimensionnalité, comme je parlais avant, jusqu'à ce qu'on arrive sur les couches complètement connectées et on peut suivre l'activation des neurones qui sont plus clairs pour arriver jusqu'au 2 qui est identifié ici. Et je trouve que c'est un outil de visualisation qui est vraiment très, très beau pour essayer de comprendre un peu ce qui se passe dans les réseaux de neurones. Bref, je retourne à ma présentation. Ok, ça, je vais passer. Là, c'est comme, il y a beaucoup de couches parce que les réseaux sont très profonds. Et puis, en général, plus on va avec le temps, plus on a de couches dans les réseaux de neurones. Ici, par exemple, il y avait 19 couches, 34. Je vais passer sur les blocs résiduels. Et on va passer à la suite. Ok, qu'est-ce qu'on fait avec des réseaux de neurones en traitement d'image en général? Il y a différentes tâches qu'on peut exécuter. On peut faire de la classification d'images, ce qui simplement signifie cette image, dans quel dossier je la range? Par exemple, là, je vais la ranger dans le dossier chat. Si ça avait été un chien, je l'aurais rangé dans le dossier chien. Si je fais de la détection d'objets, à l'intérieur de l'image, je vais fabriquer une petite boîte qui va pouvoir dire où est l'objet que j'essaie d'identifier à l'intérieur de l'image. Ensuite, je peux aussi faire de la segmentation sémantique, où cette fois-ci, chaque pixel de l'image est attribué à une classe
Et par exemple, là, j'ai mis en transparence, chaque pixel du chat est rangé dans la classe chat. Il y a énormément d'autres choses qu'on peut faire en apprentissage profond, mais qui n'ont pas rapport avec le traitement d'image, faire du traitement du signal divers et variés, comme le son, on peut aussi faire de l'analyse du langage, mais c'est comme vraiment en dehors du sujet. Là, je vous ai mis un petit exemple d'un tuto qu'on peut faire à la maison qui est assez marrant à faire. Vous branchez votre webcam, puis vous faites tourner un petit code qui est facilement disponible et applicable, puis vous avez de la détection d'objets qui se met à fonctionner tout seul, où vous avez un bicycle à 99% de chance, ici vous avez un sofa à 93% de chance, et puis là vous avez une personne à 96% de chance. Et j'avais fait la même chose ici en essayant d'avoir de la profondeur, mais c'était dans le cadre d'un autre projet, où on a et la détection d'objets avec les boîtes et la segmentation où vous voyez les pixels qui sont attribués à des classes. Et ça, c'est des tutos qui sont assez simples à suivre et vous pouvez faire ça à votre maison assez rapidement. C'est assez rigolo à faire. Réseau de neurones adversaires génératifs. Ok, ça, c'est un autre type où on va pouvoir essayer de créer une image comme à partir de rien. L'idée, c'est qu'un générateur apprend à fabriquer une image et qu'il y a un discriminateur qui, lui, va apprendre à différencier la vraie image de l'image qui a été inventée par le générateur. Les deux réseaux se combattent l'un et l'autre, ça permet la génération d'images toujours plus vraisemblables. Pour illustrer, là, vous imaginez un générateur qui fabrique une fausse image qui est donnée au discriminateur. Vous lui donnez au discriminateur des vraies images et puis lui, il apprend à faire la différence. Et une fois qu'il apprend à faire la différence, il envoie un retour au générateur qui s'améliore pour faire des images toujours plus réelles jusqu'à ce que le discriminateur ne soit plus capable de différencier les vraies images des fausses images. On fait quoi avec ça? On peut fabriquer des images de toutes pièces de choses qui n'ont jamais existé. Par exemple, cette maison n'existe pas, cet oiseau sur cette branche n'existe pas, et ce renard dans cette prairie n'existe pas non plus. Tout a été complètement fabriqué par des réseaux de neurones adversaires génératifs. Par exemple, ici, il y a une image d'une petite fille qui a été prise. Les réseaux de neurones adversaires génératifs, que je vais appeler GANs parce que ça va aller plus vite, peut changer la pose, peut changer l'éclairage, peut changer l'expression, peut changer le sexe même de la personne sur la photo ou l'âge. Et honnêtement, moi, je trouve ça hyper convaincant. Je veux dire, je ne peux pas savoir que cette image est fausse. Ce n'est pas possible. Fait que, voilà quelques exemples qu'on fait avec les GANs. Et mon exemple préféré, là, c'est l'invention de la profondeur sur les images. On donne au générateur une image RGB et il va fabriquer une image de profondeur associée à cette image RGB. On va faire la même chose avec des vraies images où on a la profondeur associée à l'image RGB et on va la donner au discriminateur. Puis pareil que la boucle de rétroaction dont je vous ai parlé juste avant, le générateur va fabriquer des images de profondeur de plus en plus réalistes jusqu'à ce que le discriminateur ne soit plus capable de différencier comme la vraie image de profondeur de la fausse image de profondeur. Et ça, je trouve ça vraiment hot. En tout cas, vous allez aussi m'entendre parler de jeux de données, de jeux d'entraînement, de jeux de validation et de jeux de test. Je vais aller très vite, parce qu'il faut savoir, c'est que le jeu d'entraînement et le jeu de validation, ils sont utilisés pour l'entraînement du modèle. Le modèle va ajuster ses paramètres en fonction de ces deux jeux, mais le jeu de test n'a jamais été vu durant la phase d'entraînement par le modèle. Ce qui fait que quand on va vouloir tester si le modèle fonctionne, vraiment, on va le tester sur le jeu de test. Il n'y a que ça qui compte. Vous allez aussi m'entendre parler d'époque ou voir ça sur des graphiques. Simplement, dites-vous qu'une époque est réalisée quand le modèle a fini de s'entraîner sur toutes les images d'un ensemble de jeux de données. Ensuite, il peut continuer de s'entraîner en regardant à nouveau tout le jeu de données. Ça fait 2 époques. S'il voit une 3e fois tout le jeu de données, ça fait 3 époques, et ainsi de suite. Alors, on va attaquer le vif du sujet avec la détection automatique des erreurs. Déjà, il faut toujours commencer par définir la tâche à accomplir. Qu'est-ce qu'on essaie de faire? Première question, la question principale. Nous, ce qu'on veut, c'est séparer des images qui ont des défauts, des images qui sont considérées comme saines, avant de construire les orthomosaïques. OK, mais quels sont les défauts qui sont rencontrés par l'entreprise Xeos Imagerie? Qu'est-ce qu'on essaie de séparer en réalité? Il faut compartimenter cet objectif général en différents sous-objectifs. Voici une liste non exhaustive des problèmes qu'on peut rencontrer sur l'imagerie aéroportée en pré-mosaïquage. On peut avoir des nuages, on peut avoir des ombres projetées des nuages, on peut avoir des cassures que je n'ai pas illustrées ici parce qu'on verra ça en détail plus loin.
On peut avoir des vagues, comme on voit ici, où les pixels sont étirés parce qu'on manque d'informations à cause de la topographie. Je ne rentre pas dans le détail, ceux qui ont fait de la géomatique et de la télédétection savent ce que c'est. On peut avoir des déformations comme ça lors de l'orthomosaïquage aussi, là, de la reprojection. Il peut y avoir des problèmes aussi pareils au niveau du MNT, de la reprojection au niveau des viaducs ou des objets fantômes, quand sur une mosaïque, il y avait une auto, et puis que quand on complète avec l'autre image, l'auto était partie, puis l'auto apparaît en transparence. Tout n'est pas dans la présentation, je vais seulement présenter les 3 premiers, nuages, ombre de nuages et cassure. Les questions à se poser quand on a nos objectifs, qu'est-ce qu'on fait avec ça? Est-ce qu'on va faire de la détection? Est-ce qu'on va faire de la classification? Est-ce qu'on va faire de la segmentation? Ça dépend de nos objectifs. Est-ce qu'on va faire un modèle qui serait capable de détecter tous nos défauts? Est-ce qu'on va faire un modèle plus efficace peut-être, mais pour un seul défaut? Est-ce qu'on ne pourrait pas essayer de faire un seul type d'algorithme pour toutes les tâches? On n'a plus qu'à faire des copier-coller en disant bah, « je t'ai entraîné pour ça, puis bah, maintenant je vais t'entraîner pour faire autre chose ». Copier-coller, hein, c'est toujours pratique. Alors maintenant, on attaque les nuages en eux-mêmes. L'acquisition des images aéroportées, on ne s'arrête pas de faire voler un avion parce qu'il y a un nuage qui passe dans le ciel. On ne dit pas, bah, tant pis pour la journée de vol, il y a 3 nuages dans le ciel, si jamais il y avait un nuage, ce serait raté. Fait que non, on vole quand même. Sauf que dans l'eau des images qui vont être acquises, il y aura des images avec des nuages et des images sans. Donc, il faut les trier. Voici un exemple de Quick View, qui sont des versions rééchantillonnées pour être moins lourdes, qui permettent d'avoir une prévisualisation de l'acquisition des images. Puis là, on voit que sur celle-ci, il y avait des nuages qui passaient à ce moment-là. Fait que quand on voit ça, on continue de réfléchir à la tâche. Qu'est-ce qu'on veut? Nuage ou pas nuage? Est-ce qu'on veut la surface des nuages? On ne veut pas la surface des nuages, on ne veut rien de particulier, on ne veut pas les détecter, on veut juste savoir s'il y en a ou pas. Fait que nuage ou pas nuage, telle est la classification. Et ouais, je trouvais ça très drôle comme blague. Les nuages, l'apprentissage profond est très gourmand en données, même quand on fait ce qu'on appelle du transfert d'apprentissage, on a quand même besoin de beaucoup de données. Mais les données, parfois, elles sont rares parce qu'on ne vole pas trop non plus quand il y a plein de nuages. Fait qu'on manquait de nuages. Mais pas de nuages, pas de problème, on va fabriquer les nuages. Le problème, c'est que moi, pendant ma scolarité, là, à l'université de Sherbrooke, ailleurs, je n'ai jamais appris à simuler des nuages. J'imagine que vous non plus. Mais à l'université, on apprend 2 choses très, très importantes. On apprend l'autonomie, la débrouillardise même, je dirais, puis la recherche de solutions. Fait que grâce à un cursus universitaire, on ne reste pas bloqué sous prétexte qu'on ne sait pas faire quelque chose. On se pose des bonnes questions. Est-ce qu'il n'y a pas déjà un logiciel, un programme qui simule des nuages déjà faits? Est-ce qu'il n'y a pas des outils qui me permettraient de simuler les nuages? Peut-être qu'il faudrait mixer, j'ai déjà fait un peu de mixage pendant mon doctorat, un nuage préexistant avec une image de fond pour gérer la transparence, ça serait bien. Ok, je vais chercher ça sur Internet, mais c'est quoi les bons mots-clés? Cloud, Python, si je tape cloud, je tombe sur le cloud computing, ça ne marche pas. Oh, et si on faisait des nuages à partir du bruit? J'ai déjà entendu parler de ça une fois quelque part. Fait que je vais taper noise, génération et Python. C'est ça qu'on obtient. La première réponse sur Google Images, c'est le bruit perlin. C'est ici. On sent tout de suite que là, on est bien parti pour les nuages. Première réponse Google quand on est bloqué sur un problème. Quand on clique dessus, on tombe sur un petit bout de code où on peut importer une librairie qui s'appelle Noise sur Python, qui est, j'ai pas dit pour ceux qui ne connaissent pas Python, c'est un langage de programmation, qui permet de fabriquer le bruit perlin que vous avez vu ici. On peut gérer l'échelle, on peut gérer le nombre d'octaves, on peut gérer des choses, je ne rentre pas dans le détail, mais on sent qu'on est bien parti avec ça. En mélangeant ce bruit perlin avec quelques bonnes valeurs ajustées, en première tentative, j'ai obtenu ça, et j'avais trouvé ça déjà vraiment très très cool. Mais ce n'était pas ce que je voulais, parce que je voulais des nuages. Je ne voulais pas une espèce de brume diffuse. Mais j'étais sur la bonne voie. Beaucoup de travail plus tard, j'ai fait cette petite fonction sur le côté qui me permet d'entrer le bruit perlin en abscisse pour me sortir la définition de mon nuage en ordonnée. On voit que mon nuage est beaucoup plus dense ici et que j'ai beaucoup plus de zones moins brumeuses où il y a l'image elle-même qui apparaît. Je sentais à ce moment-là que je me rapprochais du but, mais j'ai décidé d'utiliser le logiciel Envy pour étudier le profil spatial du nuage, pour voir comment étaient les valeurs RGB sur un nuage vraiment, pour voir est-ce que ma simulation est bonne. Ça, c'est un vrai nuage. J'ai choisi la bande rouge, puis j'ai affiché un profil spatial sur la bande rouge du nuage.
Puis je vois que la transition entre l'image qui est à peu près en dessous de 50, puis là je monte au-dessus, autour de 250, 255 pour le nuage. Fait qu'une fois que j'ai ce profil spatial sur le nuage, je me dis, ben, je vais aller voir ma simulation, ça donne quoi? Puis là, c'est la déception. Je vois que ma simulation, elle avait l'air belle, mais elle n'est pas cohérente par rapport à ce qui se fait, à ce qui est un vrai nuage. L'ascension est trop abrupte, j'ai un problème de saturation ici au niveau du plateau. Je me suis fait une mauvaise estimation de la réflectance, parce que comme c'est codé en 8 bits de 0 à 255, ça n'était pas de la réflectance, j'avais réfléchi de travers. Mais c'est pas grave, on trouve les solutions, on réfléchit fort, et on modifie les choses. Et puis d'un seul coup, on a un nuage beaucoup plus réaliste, avec une pente qui est correcte, qui est cohérente avec ce qu'on observe en réalité, qui ne sature plus, qui ne plafonne plus à 200, mais qui monte bien à 250, 255. Fait que là, on a un bon résultat et on est fier de soi, et puis on prend le temps de savourer. Fait que voilà, j'ai pu simuler plein de nuages sur des quick view, des nuages qui n'existaient pas, que je n'avais pas. Maintenant, je différencie les vrais des faux nuages au premier coup d'œil, mais j'ai mis du temps, et c'est en faisant la présentation, ça c'est rigolo, en faisant la présentation et en les mélangeant, j'ai fait comme « Ah ouais, j'avais jamais remarqué ça ». Mais ici, ce sont les vrais nuages en rouge et mes simulations en vert. C'est assez convaincant, je trouve, mais je ne sais pas pour quelle obscure raison, les images d'origine, je trouve que les nuages tirent un peu sur le jaune, alors que les miens, ils tirent un peu sur le blanc-gris, là, ce à quoi je m'étais attendu, je les ai faits pour ça. Et je ne sais pas d'où vient ce jaune des Quick View, mais en tout cas, ça peut être modifié. Au niveau de l'entraînement deep learning lui-même, une fois qu'on a réussi à se constituer un gros jeu de données avec les nuages, les vrais, qu'on en avait quelques-uns quand même, heureusement, plus les simulations, à l'entraînement, j'ai toujours obtenu plus de 98%. Sur le jeu de test, je rappelle qu'il n'a jamais été vu par le modèle, j'ai obtenu au-dessus de 99%. Et en conditions réelles d'utilisation, j'ai obtenu des résultats supérieurs à 99%, avec ce genre d'erreur où j'imagine, parce que c'est parfois hasardeux d'essayer de trouver une cohérence dans les erreurs en apprentissage profond, puisque parfois c'est juste en dehors de nulle part, on ne sait pas d'où ça vient. J'ai supposé que les endroits saturés ici avaient été identifiés comme étant des nuages, puisque ça tapait autour de 250-255. Quand j'ai conditions réelles d'utilisation, c'est que quand j'ai dit à Tony de Xeos Imagerie, « Allez, check ça, j'ai 99%, ça marche bien, j'ai terminé », il m'a dit « Wow, 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 moi je vais t'envoyer un dossier avec 6500 images dedans que tu ne sais pas ce qu'il y a. Puis si tu arrives à les classer pour de vrai, en conditions réelles, je te donne un dossier, on vient de faire une acquisition, comment ça marche, regarde. » J'ai obtenu quand même 99%. À ceci près qu'il a fallu après regarder toutes les images une par une à la main parce qu'il n'y avait pas de label pour savoir si c'était bon ou pas. Ensuite, quand je parlais de recycler les codes, est-ce qu'on pouvait transférer un algorithme à un autre? Là, les ombres, je trouve que c'est un très bon exemple, parce que quand j'ai fabriqué les nuages, j'ai fabriqué les ombres projetées au sol, fait que j'ai simulé les ombres directement aussi sur les Quick View. Puis on voit que les simulations sont quand même assez convaincantes. En haut, ce sont des vraies ombres, et en bas, ce sont des ombres simulées. Puis là, je passe, mais le taux de réussite est parfaitement équivalent à celui du nuage. C'est toujours autour de 98 à 99%. Plus difficile, ce sont la détection des cassures. Alors, les cassures, c'est quoi? Quand on reprojette deux images pour faire une orthomosaïque, s'il y a un petit problème de MNT ou quoi que ce soit, que c'est pas pile poil à la bonne hauteur, parce qu'en plus, c'est comme reprojeté à la hauteur du sol, on peut avoir des cassures dans les jonctions. Et ici, vous voyez la route qui est brisée, qui ne se suit pas correctement. Et on voit que sur quelques pixels, il y a comme une fusion douce, une fusion linéaire qui va de l'une à l'autre image. On voit ici, pareil, sur la cassure sur la route qui est très visible, on voit qu'il y a une image qui va se fondre l'une dans l'autre. Ici, pareil, on voit tout de suite ces lignes blanches et puis la ligne jaune de la route qui se font l'une dans l'autre. Et on retrouve la même chose ici, c'est très visible avec l'ombre qui s'atténue au fur et à mesure qu'on passe d'une image à l'autre. Pas assez de données, on va en fabriquer. Puis je l'ai faite. Fait que ici, ce sont des vraies cassures. Et ça, ce sont des images simulées. Puis honnêtement, là, visuellement, je vous mets au défi de reconnaître la différence entre la vraie ici puis la simulée qui est là. Moi, je ne suis pas capable de les différencier, par exemple. Le problème, c'est qu'en dehors des routes, les cassures sont parfaitement invisibles à l'œil nu. Autant ici, on voit que la cassure est très nette. Là, ça se voit encore un peu, mais que dès qu'on rentre là-dedans, on ne voit plus rien. Ici, c'est une que j'ai générée moi-même, on voit la cassure parfaitement nette, mais dès qu'on arrive dans la forêt, c'est impossible à suivre. Impossible à suivre. Nécessairement, si c'est parfaitement invisible à être suivi à l'œil nu, c'est compliqué d'être vraiment exigeant avec le réseau de neurones en disant « trouve ce que nous, on ne voit déjà pas à l'œil ».
En général, j'ai déjà entendu dire que quand on est capable de voir les choses à l'œil, c'est un bon indicateur qu'on va trouver une architecture, des hyperparamètres qui vont pouvoir faire la bonne détection. Mais si déjà à l'œil, on ne voit pas, ben, c'est mal engagé. Effectivement, pour le moment, là, j'ai jamais dépassé 77%. C'est très difficile à différencier. J'ai fait tout un tas de bidouilles, changer les simulations, etc. Et ces derniers temps, j'ai réussi à monter à 83 ou 85%, mais c'est pas facile. Bref, il faudrait essayer de se concentrer sur les routes pour ne pas évaluer le modèle au milieu des forêts où de toute façon, ça ne se voit pas. Alors, j'ai cherché les routes pour pouvoir ensuite découper mes tuiles seulement sur les routes. J'ai téléchargé des données, je crois peut-être sur Données Québec, du réseau routier, de la zone qui m'intéressait. Sauf que ça tombe souvent à côté. Et ce n'est pas un problème de reprojection ou quoi des données, là, de géoréférencement, parce qu'un coup c'est à gauche, un coup c'est à droite, un coup c'est en haut, un coup c'est en bas, et puis de toute façon, le détail n'est pas suffisamment bon. Mais quand c'est comme ça, ben, c'est pas très grave, on trouve une autre solution. Il se trouve que Justine Boulan, qui travaille aussi en postdoc pour Xeos Imagerie, travaille sur la segmentation des bâtiments. Et je lui dis, hey, Justine, ça serait super cool si tu me passais ton code de segmentation des bâtiments, je pourrais essayer de segmenter les routes. Puis peut-être que comme ça, je pourrais sélectionner les tuiles qui tombent que sur les routes. Ça serait vraiment cool. Alors, j'ai annoté quelques orthomotoriques comme ici. Fait que ça, c'est extrêmement long. Puis le soir, on a très mal aux poignets et aux bras parce que ça prend 8 heures d'affilée et on n'a pas fini. Donc, il faut tout dessiner les routes à la main. Mais une fois qu'on a pris quelques jours pour faire ça, on a un résultat quand même assez incroyable où on voit la prédiction qui est vraiment très, très bonne. Ça suit très bien le réseau routier. Et puis là, sur le fait que les réseaux de neurones, un petit mot, je ne trouve pas ça intelligent. Parfois, je fais un abus de langage parce que je n'ai pas de mots pour le dire. Je dis que le réseau de neurones comprend ou n'a pas compris, mais ça ne comprend rien, un réseau de neurones. Ce n'est pas là pour comprendre. C'est des opérations mathématiques qui permettent ou non d'obtenir le bon résultat. Par exemple, ça n'est pas compréhensible. Pourquoi est-ce que cette route, ce virage est parfaitement détecté, celui-ci aussi, celui-là aussi, mais là, rien. Rien, le néant total. Ça ne fait pas de sens. Il n'a pas compris ce qu'était une route, manifestement. Ça ne comprend pas. J'ai changé aussi le système d'inférence. Une fois après avoir entraîné le modèle et fait des prédictions, j'ai changé la façon d'inférer les prédictions pour créer des cartes de méfiance ou des cartes de confiance. Mais moi, je préfère de méfiance pour dire où est-ce que je ne suis pas sûr des prédictions. Par exemple, ici, j'ai mis ça en carte de chaleur. Quand c'est froid, que c'est tout noir, ça veut dire que la prédiction elle est bonne. Il n'y a pas de quoi se méfier. Là. La rue d'à côté, on voit que le modèle, là, c'était un peu plus compliqué. Et puis la température, là, c'est beaucoup plus chaud. Ça veut dire que le modèle a beaucoup hésité ici. Et on sent que la segmentation est très incertaine. Et j'aime beaucoup l'exemple qui, oui, c'est super cool. Quand j'ai fait ça, j'ai fait comme ça, c'est dans Benhot parce qu'on se rend compte de ce qui se passe au niveau des résultats visuellement. Et j'ai trouvé ça vraiment super sur cet exemple-là particulièrement parce que moi, je l'entraîne à faire des routes, mais je ne voulais pas qu'il me trouve les parkings, je voulais qu'il me trouve les routes. Ce qui fait qu'au niveau des inférences, il m'a trouvé la route, là, vraiment, il a dit que c'est une route. Puis là, il s'est approché, puis il a commencé à douter un peu, il y avait des autos qui étaient garées en travers, il s'est dit, attends, mais si c'était peut-être pas une route, ça, ce serait peut-être un parking. Fait que là, on commence à se méfier. Puis là, il a dit que c'est une rue, mais non, mais ça, c'est un parking. Et puis là, il s'est arrêté. Et là, il faut se méfier vraiment du résultat. Pareil ici, c'est flagrant, la rue qui commence à douter, puis d'un coup, il fait comme, non, mais là, je détecte plus de rue, c'est un parking. Et on voit cette gradation au niveau de la méfiance, où là, il n'y a pas de quoi se méfier. Puis plus on se rapproche du parking, plus le résultat est douteux. Et j'avais trouvé ça vraiment très, très hot de pouvoir visualiser en one-shot comme ça, avec une carte de température, le degré de confiance qu'on pouvait accorder à la prédiction. On recycle les codes. Quand on est capable de faire du bâtiment, qu'on est capable de faire des routes, ben, si on allait segmenter l'eau, il y a des intérêts, il y a de l'intérêt à appliquer ça pour ça. Fait qu'on va aller segmenter, on va aller annoter des endroits où il y a de l'eau. Parfois, ça va très vite, l'annotation, comme ici, où en quelques clics, on peut faire une belle côte. Puis parfois, c'est un enfer où on passe des journées à détourer les contours des arbres sur des kilomètres et des kilomètres comme ça. À titre d'exemple, bon, la mosaïque était plus grande que ça, là j'ai mis juste un extrait, mais ce bras de rivière, ça m'a pris 6 heures à la noter. Ah, sérieusement, 6 heures pour détourer les arbres et tout, c'est l'horreur à faire. Ça a été l'horreur à faire, mais ça a été l'horreur à faire une fois. Parce que ce que vous voyez là, c'est un résultat de prédiction que je trouve vraiment bon. C'est comme vraiment cool. Seulement
après avoir annoté 3 orthomosaïques d'eau, là seulement en plus. Il n'y avait pas beaucoup d'exemples. Le résultat a été tout de suite remarquable, je trouve. On a toutes ces étendues d'eau qui ont été pas mal parfaitement détectées. On a tout un tas de petits faux positifs à gauche et à droite. Souvent, c'est de l'ombre qu'il a du mal à déterminer. Est-ce que c'est un peu d'eau? Est-ce que c'est une petite mare ou est-ce que c'est de l'ombre? Parce que moi-même, au niveau de la notation, je dois dire que j'ai parfois du mal sur les bordures à distinguer est-ce que c'est de l'eau ou est-ce que c'est de l'ombre. Fait que je ne suis pas fâché avec le modèle parce que c'est difficile, même pour les routes, par exemple, d'être cohérent d'une annotation sur l'autre parce que soi-même, c'est difficile de dire à chaque fois, OK, là, je m'arrête, là, je continue. Puis on se rend compte que d'une fois sur l'autre, ben, on n'aurait peut-être pas fait la même chose. J'insiste quand même sur le détail du contour ici, où chaque petit, je ne sais pas comment ça s'appelle, en France, on appelle ça des pontons, des petites choses qui vont sur l'eau, là. Et puis, tout ça, c'est contouré correctement, les arbres sont contourés correctement. Fait que la magie, ouais, ça opère en 3 minutes, on a tout ça, là c'est une autre prédiction, chaque île est correctement détourée, ça j'ai trouvé que c'était vraiment beau. Vous voyez ici du speckle où on voit que ben, y a des petits points blancs qui apparaissent qui n'ont pas été classifiés en eau, et ben, ça c'est au niveau de la réflexion spéculaire, là, je ne rentre pas dans les détails, j'imagine que beaucoup parmi vous, ben, vous savez ce que c'est que de la réflexion spéculaire, mais ça n'a pas été détecté comme de l'eau. Et ce n'est pas la faute du modèle, c'est moi qui, dans les données d'entraînement, avait soigneusement évité ce genre de situation. Je ne le referais pas si c'était à refaire. Enfin, qu'en fait, j'ai appris au modèle à penser, entre guillemets, à croire que ça, ce n'était pas de l'eau. Ça, c'est quelque chose qui va s'arranger très rapidement. Avec les bâtiments, Justine a travaillé donc sur la segmentation des bâtiments, comme je disais. Et puis ici, je vous ai mis un exemple avec 2 orthomosaïques, l'une à côté de l'autre, où on voit un travail qui aurait pris, peut-être à une personne, ça aurait pris une semaine, plus que ça, 1 semaine et demie. Ben, c'est un résultat qui a été obtenu en une dizaine de minutes, avec une qualité que je trouve tout à fait remarquable. Justine a beaucoup retravaillé aussi au niveau des inférences, la façon de prédire les bâtiments, parce qu'il y avait souvent ce problème de blob, de trous au niveau des bâtiments. Puis elle a utilisé un code aussi de Generative Adversarial Network, ça c'est les GANs dont je parlais tantôt, pour pouvoir ce qu'on appelle régulariser les bâtiments. C'est au lieu d'avoir un blob rond, retransformer ça en forme de bâtiment carré. Je ne rentre pas là dans les détails, mais il faut rentrer dans le GANs, il faut lui rentrer la prédiction, il faut lui rentrer l'image d'origine, et puis il nous refait une belle forme carrée qui est plus ce à quoi on s'attend. Ici, on voit un autre exemple, où on voit avant le changement d'inférence, on voit la marque d'un passage d'un patch à un autre ici, et puis ça fait un blob un petit peu rond, là, les formes ne sont pas nettes, et puis ici, on retrouve des belles maisons bien rectangulaires, là, c'est une super job, là, Justine a fait ça vraiment bien, vraiment, c'est beau travail. Maintenant, je vais rentrer dans les GANs. J'ai travaillé sur la super résolution qui utilise des GANs. Il y a 3 grandes étapes. Il faut dégrader la résolution spatiale d'une image. Fait que ça, c'est l'image orthomosaïque d'origine. J'ai pris un petit patch en extrait. Dégradation de la résolution spatiale d'un facteur 4. L'image ne ressemble plus à rien. Et on apprend au modèle, avec ce système de générateur discriminateur, à refabriquer l'image d'origine. Et vous voyez à quel point ça fonctionne vraiment bien, l'image de fake est vraiment belle. Elle paraît même plus détaillée que celle-là quasiment. Elle est plus belle presque. Mais, ne nous laissons pas abuser. Ce ne sont pas des conditions réelles d'utilisation. Qui ça intéresserait d'avoir une image de bonne résolution, de la dégrader et de la remettre à la résolution qu'il avait déjà au départ? Ça n'intéresse personne. Ça n'a aucune utilité de faire ça. Et dans la publication d'origine, c'est ça qu'ils font. En application concrète, je vous ai montré un facteur 2 parce que le facteur 4 est vraiment laid. Donc ici, vous avez une vraie orthomosaïque que je n'ai pas touchée. Là, j'ai zoomé pour qu'on voit bien les pixels. Et on passe de ces pixels-là sur une ligne blanche à cette résolution spatiale ici. C'est vraiment pas pire comme résultat, même si on pourrait discuter l'apparition d'une texture un petit peu douteuse sur la route. En tout cas, le résultat est quand même sympathique. On a des résultats qui sont, de manière générale, assez variables selon la situation. Par exemple, ici, la ligne blanche devient vraiment belle, mais comme le modèle fait une déconvolution bicubique par défaut, parce qu'il a été entraîné pour ça, quand il y a un peu de bruit, ben, le léger bruit devient beaucoup plus clair, et puis les pixels un peu noirs deviennent encore plus noirs, fait que ça fait apparaître tous ces artefacts-là quand c'est obscur, et ça devient vraiment vite inutilisable dans ce genre de situation. Ne parlons pas des arbres, c'est dommage parce que ça intéressait beaucoup de Xeos Imagerie, je travaille encore dessus.
où on se retrouve avec énormément d'artefacts qui apparaissent dans les forêts à cause de ce problème de bruit. Mais j'ai aussi travaillé en super résolution sur le projet T-Mars avec la professeure Myriam Lemelin. Et là, en revanche, j'ai eu des résultats incroyablement beaux. Avec un facteur 2, quand même, soyons raisonnables, j'ai réussi à passer d'une image à haute résolution spatiale de l'orbiteur, l'appareil qui était sur l'orbiteur, le Mass Reconnaissance Orbiter, et puis le nom, c'est HiRISE. J'ai pris des images de HiRISE et je les ai améliorées d'un facteur 2, et le résultat est impeccable, c'est vraiment super beau. Je n'ai jamais vu d'artefact ni rien, c'était parfait. Et j'ai fait la même chose avec un facteur 4, où j'ai pris des images Worldview 2 et 3, que j'ai dégradées d'un facteur 4, fait que ça ressemble un peu à la résolution spatiale des images Sentinel et Messi. Et ensuite, j'ai pris des images Sentinel et Messi que j'ai améliorées d'un facteur 4, et le résultat est quand même assez convaincant. On voit la ligne entre la roche et la neige qui est vraiment belle. On voit tout un tas de textures apparaître qui sont invisibles ici. Moi, j'aime beaucoup. Ensuite, je passe à retirer les ombres. Comment c'est venu cette idée des ombres? C'est venu simplement. Je me suis dit, hey, ça serait vraiment cool si on pouvait comme retirer les ombres, parce que parfois il y a des images qui sont inexploitables à cause des ombres topographiques ou des ombres de nuages. Et je me suis dit, si on pouvait les retirer, ça serait vraiment hot. Qu'est-ce qu'on fait quand on a une idée? On va sur Google, on cherche des mots-clés pertinents. Shadow pour ombre, ça me paraît bien. Removal parce qu'on veut les retirer, ça me paraît concret. Puis Deep Learning parce qu'on veut une technique à la pointe de ce qui se fait. Deuxième réponse sur Google Images, c'est ça. En input, on a un gars qui s'est mis devant la caméra, enfin devant le soleil, et puis il a fait des ombres au sol. Le papier, en l'occurrence, compare avec différentes méthodes, j'explique pas, mais ces résultats sont remarquables, supérieurs à ce qui a été fait dans la littérature avant, et les résultats sont, c'est ça, c'est vraiment bon. Fait qu'on se dit, ça marche vraiment bien, moi je veux ça d'abord. Je vais faire ça sur les images, et puis ça va être très cool. Fait on essaie pour voir rapidement, et puis on met des nuages, avec une image avec des nuages, et puis on regarde le résultat, et ça ne marche pas aussi bien que dans la revue, mais on s'y attendait un petit peu. On voit le masque de nuages qui a été détecté, on voit des limites tout de suite, c'est que l'ombre a été détectée ici, mais ici, non. Et je pense que c'est parce que les nuages ont souvent des ombres diffuses et que le modèle n'est pas entraîné à avoir des images d'ombres diffuses. C'est net chez lui, les contours. Je pense que pour lui, c'est assez difficile à comprendre ce qui se passe, comme il détecte des ombres ici qui n'ont pas rapport. Ici, c'est sur une image simulée, où il a vraiment bien compris l'ombre. Ici aussi, il a bien compris l'ombre. Il l'a retiré. Il reste un petit problème de colorimétrie à revoir. Est-ce que ça pourrait se voir avec un meilleur entraînement ou avec un post-process? C'est à voir. Là, c'est en cours de travail. Là, c'est comme des essais préliminaires. Mais c'est intéressant. Ici, c'est une vraie image où on a l'ombre qui a été vraiment bien retirée. Mais il y a un problème, c'est que l'ombre projetée de la forêt ici a été détectée comme une ombre et a été retirée correctement. Le problème, c'est que ça n'a pas été fait partout. Et ça, c'est bête à dire, là, mais ça devient inexploitable parce que si un coup, il enlève des ombres et un coup, il ne les enlève pas au milieu de la même image, ça, on ne peut rien en faire. Je vais passer, il a fait la même chose ici, c'était une autre illustration où on voyait carrément comme des petits bouts de nuages, d'images qui disparaissaient, comme ici le petit bout de forêt là, qui devient n'importe quoi ici parce qu'il a cru que c'était une ombre et qu'il l'a retiré. Moi, je m'interroge sur ce qu'est une ombre avec ces travaux-là, parce que, sans rentrer dans le détail, il y a les problèmes d'occlusion ambiante, il y a les problèmes de l'ombre, de diffusion de la lumière. En principe, quand je mets un obstacle entre le soleil et la cible, il n'y a plus que la lumière diffuse qui vient dessus, et on ne devrait plus avoir ces ombres-là. Et je n'ai pas réussi à trouver dans l'article en question, ce n'était pas précisé. Je crois que ce sont des ombres simulées, ce qui explique pourquoi la vérité terrain qui est ici, les ombres ici, dans les petits recoins, sont les mêmes que là. Et ça me paraît un petit peu douteux et je me demande sur une application concrète ce qu'on peut faire. Parce qu'on retrouve le même problème ici, c'est que quand on est dans une ombre, il n'y a pas d'ombre. Quand vous êtes sous un nuage, vous n'avez pas d'ombre de vous-même au sol à cause de la diffusion de la lumière. Le problème, c'est que si le modèle enlève les gros nuages ici, comme il a fait là, il n'y a plus d'ombre de nuages, il n'y aura plus les ombres des arbres projetés, parce que la lumière était diffuse sous l'ombre. Or, s'il n'enlève pas l'ombre ici, parce qu'il n'y en avait pas, les arbres continuent de projeter leurs ombres, et ça devient complètement incohérent. Donc je pense qu'il y a beaucoup, beaucoup de travail pour ça. Donc oui, pour conclure, parce que je dépasse, non c'est bon, il reste beaucoup de travail sur les projets en cours, c'est pas fini.
Et en plus, les progressions, c'est jamais linéaire. On travaille un petit peu, puis on obtient 85, 92% de bonnes classifications, de bonnes prédictions, et on se dit facile, je vais travailler un petit peu, je vais passer à 95, 96. Puis on met 3 semaines à avoir 92%, mais on met 3 mois à passer à 96%. Et ça, parfois, c'est l'horreur, là. Alors, l'apprentissage profond, ça permet d'envisager des choses qui étaient inenvisageables il y a quelques années. Ça ouvre tout un tas de perspectives de recherche, tout un tas. Puis c'est excitant, là. On se dit, ah, mais si on essayait ça, peut-être qu'il y a un code de deep learning qui pourrait le faire, quelque chose où on n'aurait même pas su le début du commencement de comment coder ça. On dit, ah, attends, je vais prendre une architecture, je vais cliquer sur Enter et on va voir ce que ça donne. Fait que ça, c'est vraiment excitant comme période, ce qu'on vit en ce moment-là, de pouvoir essayer plein de choses, là, c'est vraiment hot. Mais, il faut rester critique face aux promesses. Les réseaux de neurones intelligents ne sont pas intelligents. Ils ont tendance à faire des erreurs qui n'ont pas rapport les unes avec les autres. On se dit, mais pourquoi tu n'as pas compris là 99% du temps, tu as trouvé les nuages, tu as trouvé même des petits nuages que j'ai eu du mal à voir, mais alors le gros nuage blanc en plein milieu, lui, il est passé. Et ça paraît incompréhensible quand c'est comme ça. Et si on a le temps de s'en parler au niveau des questions, j'ai préparé des slides pour discuter là-dessus. En plus, les résultats peuvent fortement varier d'une application à une autre. Ce n'est pas transférable comme ça en disant oh, ça a marché sur la publication de 2019, je vais cliquer sur Enter et puis ça va marcher chez moi. Ce n'est pas aussi simple que ça. Au niveau des conseils, généralités, partage d'expérience, là, ce que j'aimerais bien, c'est que le message à ramener à la maison, c'est ce n'est pas parce qu'on ne sait pas qu'on n'essaie pas. On ne reste pas bloqué sous prétexte qu'on ne sait pas trop comment ça marche, je ne sais pas comment on fait. On cherche, on est curieux, on a envie d'avancer, et puis on regarde ce qui a déjà été fait, et puis on se dit mais eux, ils ont fait ça, et si j'essayais de mon bord, ça serait très hot. On entend souvent la curiosité est un vilain défaut, j'ai jamais vraiment compris ça. Si c'est pour regarder par le trou de la serrure, c'est pas de la curiosité, c'est du voyeurisme. Donc non, la curiosité n'est pas un vilain défaut, c'est une très grande qualité. Si vous n'êtes pas curieux, vous ne ferez rien. Et il faut vraiment aimer ce qu'on fait. C'est très très hot quand on a un travail, puis quand on se lève le dimanche matin, on boit son café, puis on pense à ça, puis on dit comme ah, mais j'aimerais ça, essayer ça. Ah oui, ça serait cool si. Puis on code pendant 2 heures dimanche matin, là, et puis on regarde, puis on dit, c'est quand même cool ce que j'ai fait. Puis ensuite, on va se promener dans sa forêt pour le dimanche après-midi, là, on ne fait pas que ça, là. Mais c'est ça, une job où ça ne te gêne pas de travailler le dimanche matin, c'est vraiment cool. Si tu arrives le dimanche soir en te disant, oh non, mon Dieu, lundi, c'est pas possible, j'ai pas envie de retourner à la job, si tu peux, il faut changer de métier, là. Quelques publicités pour des choses qui m'inspirent dans mes travaux. Wikipédia, contrairement à ce qu'on entend souvent à l'université, Wikipédia est ton ami. Wikipédia te veut du bien, mais ne cite pas Wikipédia dans tes travaux, parce que ça ne va pas marcher, c'est certain. 2-Minute Papers, qui présente des vulgarisations de papiers scientifiques en quelques minutes, c'est tellement hot, et puis c'est beaucoup en intelligence artificielle, et ça permet de se faire tout de suite une idée de ce qui est faisable ou pas. Coding Adventure, Google, pas Image Search. Je me suis servi de ça pour faire les codes où vous m'avez vu au tout départ avec la détection d'objets et puis la segmentation. Là, c'est quelques codes qui sont là donnés, puis on peut les utiliser, puis voir si ça marche sur son PC. C'est vraiment cool. Des projets en intelligence artificielle sur cette chaîne aussi. Et bien sûr, GitHub, où vous avez des centaines, des milliers de codes déjà faits, presque prêts à l'emploi pour essayer avec vos propres jeux de données de faire vos propres expériences pour arriver à vos propres conclusions. Je remercie Tony Saint-Pierre de la compagnie Xeos pour la confiance qu'il m'accorde, et puis c'est vraiment cool de travailler avec Xeos. Mon ex-directeur de thèse, Michael Germain, qui me fait confiance depuis maintenant un paquet d'années, qui m'a laissé ma chance après ma thèse, puisque je n'ai jamais arrêté de travailler pour lui. Yacine Bouroubi, professeur à l'université, qui participe beaucoup au projet, qui a toujours des idées, toujours des questions à poser pour obliger à se remettre en question soi-même. Et puis Justine Boulan, qui travaille sur le projet et avec qui j'échange à tous les jours sur « Ah, check ça, j'ai fait ça, et toi, comment tu aurais fait ?» Et puis ça, c'est le travail d'équipe, c'est indispensable. Les références, les questions et puis les slides, tout est beau. J'arrête de partager l'écran pour le moment. Je vous remercie. Excellent. Merci beaucoup, Étienne, pour cette excellente présentation très, très vivante. Dommage qu'on ne soit pas en présentiel.
Mais néanmoins, on est restés tous bien réveillés pour t'écouter. Là, c'était vraiment intéressant comme présentation. Et puis Alors, en présentiel, il y avait des pizzas. Ben, c'est ça. J'espère qu'après ça, il y aura encore d'autres adeptes de deep learning et puis d'intelligence artificielle. C'est certain, avec tout ce que tu montrais là. Alors, la période de questions est ouverte. Alors, Étienne est prêt à vous répondre. Est-ce que vous avez des questions? Oui. Oui, Michael. Ouais, ben moi, c'est pas une question, hein, c'est pour féliciter Étienne, évidemment, de tout le travail qu'il a fait. Je l'ai pris comme postdoc et je pense que Tony est bien satisfait de son travail pour Xeos Imagerie, là. Je voulais juste remercier Étienne, évidemment, de continuer ce projet. Comme il l'a mentionné, quand on prend un postdoc, il faut qu'il fasse preuve d'autonomie. Et Étienne, là, il surpasse toutes les attentes que l'on peut mettre là sur un étudiant qui travaille sur nos projets. Donc, je voulais simplement, moi, le féliciter pour tout son travail. Merci. Donc, Excellent. là, il va me dire qu'il n'est pas assez payé, là. Et ça, c'est une autre discussion. Excellent, merci beaucoup. Thierry? Bonjour à tous et puis bravo pour cette présentation très entraînante et très didactique. Là. Donc j'ai bien aimé. Tout de même pour satisfaire ma curiosité purement technique, là, quelle architecture de réseau de neurones avez-vous utilisé là, pour tous les projets de segmentation là, parce qu'il y a pléthore de CNN, là, mais Ouais. particulièrement, là, si c'est pas un secret industriel. On s'entend que j'ai oublié de préciser au début, je suis resté évasif sur certaines façons de faire, etc. Et une grosse partie de la job, là, ça a été justement de comparer différentes architectures, avec chaque architecture, essayer différents hyperparamètres, différentes tailles de jeux de données, etc. Et puis on a des recettes qui fonctionnent plus ou moins bien. Et c'est vrai que j'ai comme une petite gêne à partager les recettes qui fonctionnent bien par rapport à Xeos Imagerie. Mais de toute façon, c'est des architectures qui sont connues dans la littérature. Il n'y a pas de secret autour de ça. C'est quand même des choses un petit peu classiques. Merci. Désolé de comme. Il n'y a pas de souci. Mais j'appuie. Si ça fait que j'aurais pas, on m'aurait dit comme non, mais vas-y, Étienne, lâche-toi, tu peux tout raconter comment vous avez fait si tu veux. Mais le problème, c'est que je ne parle pas en mon nom seul. Moi, ça me ferait bien plaisir de tout dire comme ça. Je ne sais pas trop ce que je peux partager de ce qui est un peu du secret, du privé. Non, mais de toute façon, il n'y a pas de souci. Là. Après, même si c'était comme un masque CNN, un UNet ou n'importe quoi d'autre, là. Je veux dire, c'est des architectures classiques et puis même en ayant le type d'architecture, tu es loin du résultat parce qu'il reste à valider tous les hyperparamètres, les optimiser. Là, donc je pense pas que tu prennes grand risque, mais je comprends ta position. Là, puis était même dans ma question en disant que ça pouvait éventuellement être couvert par le secret. En tout cas, merci à nouveau pour cette présentation. Excellent. Est-ce qu'il y a d'autres questions, d'autres interventions? En attendant, Étienne, pendant tes recherches, est-ce qu'il t'est arrivé souvent de faire des comparaisons avec des méthodes classiques habituelles? Est-ce que tu as eu à faire des comparaisons comme ça par hasard? Non, parce que, par exemple, là, pour la détection, là, si j'avais dû, par exemple, essayer de coder la classification des nuages tout seul, j'aurais sûrement essayé de faire créer un masque avec des valeurs, et puis j'aurais dit si j'ai tant de pourcents de pixels au-dessus de telle valeur, ben, je vais considérer que… Mais c'est extrêmement compliqué parce que j'aurais même pas su en réalité coder ça intelligemment à la main. Fait que je pense que ça aurait été une job. On travaille sur des images RGB, par exemple, sur comment ça s'appelle sur Landsat, là, il y a des méthodes avec les différentes bandes pour pouvoir faire des masques pour les nuages, détecter s'il y a des nuages ou pas automatiquement. En RGB, à ma connaissance, il n'y a pas ça. Puis, si on a un petit nuage
que je seuille en disant tout ce qui est au-dessus de tant de pixels à une valeur supérieure à 250, et range ça dans nuage, c'est là que vraiment les réseaux de neurones ils sont tellement intéressants, c'est que ça n'aurait jamais fonctionné. Parce que si j'avais eu des bâtiments blancs, ils auraient été classifiés en nuages instantanément. Alors que là, le réseau de neurones apprend, et j'ai envie de mettre des grosses guillemets parce que j'aime pas les verbes réservés à l'être humain comme ça, à l'apprentissage pour un réseau de neurones. Mais lui, il a fait ça tout seul. Je les ai rentrés les images et puis je lui ai dit, ça, c'était un nuage, ça l'était pas. Et puis, il a appris tout seul. Fait que c'est vraiment pratique. Puis, comme on est en recherche et développement pour du privé, c'est certain que pour une publication, une maîtrise ou un doctorat, ça aurait été très intéressant de comparer. Mais si je dis au patron de Xeos, j'ai réussi à classifier les nuages à 99%, maintenant, je vais essayer d'autres méthodes qui, on sait, vont moins bien marcher. Ça va me prendre 2 mois. Je ne suis pas sûr qu'il ait envie que je passe ces 2 mois en plus juste pour voir. Tu as vu, ça marche moins bien, mais on le savait en plus. Hein. Mais c'est vrai que scientifiquement, Khalifat, tu as raison, c'est intéressant, c'est à voir. Mais en recherche et développement privé, je ne suis pas sûr qu'il y ait le temps. Là. Ça, c'est certain qu'il n'y a pas le temps. Là, et on veut aller rapidement à des résultats. Mais dans la même veine d'ailleurs, là, si tu avais des données temporelles, par exemple, une image de la zone avec nuage, une autre sans nuage, ainsi de suite. Est-ce que ça aurait facilité la tâche? Qu'est-ce qui se serait passé avec ça là, dans ton système d'apprentissage profond? Si sur la même zone, un coup j'ai une image avec et un coup j'ai l'image sans le nuage. Oui, c'est ça. Si tu avais différentes images, disons une petite série temporelle, là, est-ce que ça aurait pu aider d'une manière quelconque? Non, parce que là, dans l'objectif de Xeos, c'était juste de pouvoir sélectionner les images qui étaient exploitables pour construire les orthomosaïques, ce qui fait qu'au contraire, on veut qu'il y ait les images sans nuage. L'intérêt, c'est que quand, par exemple, ils font une acquisition, s'ils ont une acquisition avec 8000 images qui ont été acquises dans la journée, il n'y a pas personne qui veut trouver les 42 images qui ne sont pas exploitables dans le lot. Et ça, il faut qu'elles soient séparées automatiquement parce que personne ne veut refaire défiler 8000 images à la main et enlever la quarantaine d'images où il y aurait des nuages dessus. Là. Et que ça, on veut faire ça comme à la main, mais sur la même zone, il y a les images sans nuages dessus. Là. Ouais. Est-ce qu'il y a d'autres questions, d'autres commentaires? Soyez pas timide parce que c'est en ligne. Parce que je sais que déjà, c'est un peu intimidant des fois quand c'est en vrai, mais en plus quand il faut lever la main. Puis comme... Michael a Oui, levé la main. je vais y aller vers une question un peu plus technique. Là. Tu as présenté de très bons résultats là, de la super résolution, puis on en a déjà parlé, mais c'est pour le bénéfice de la conférence. Là. Tu as montré de très bons résultats de la super résolution pour Mars, pour le Grand Nord canadien, là, où tu as de la glace et puis de la roche. Et des moins bons résultats, évidemment, là où tu as beaucoup de haute fréquence là, dans les arbres ou des contours nets là, des maisons. Est-ce que tu as une idée de pourquoi on a ce bruit là, qui apparaît là, quand on a des ondes? Tu en as parlé rapidement. Et puis, est-ce que tu as une idée de comment on pourrait améliorer ça? Parce que quand on regarde certaines publications, la super résolution fonctionne super bien. On pourrait l'appliquer partout, mais en fait, en réalité, c'est pas le cas. Là. Est-ce que tu as une idée pourquoi ça ne marche pas et si ça ne marche pas, pourquoi et comment on pourrait faire pour l'améliorer? Le problème, c'est que ce que je comprends de ça, là, c'est que l'architecture, là, les réseaux de neurones adversaires qui sont là-dedans, là, c'est le SRGAN, pour Enhanced Super Resolution, blablabla, Generative Adversarial Networks. Le truc, c'est que l'architecture a été faite pour qu'en entrée, on lui mette des images qui aient subi une convolution bicubique. Le problème, c'est qu'il ne reconnaît que ça derrière, ce qui fait qu'à chaque fois qu'il voit un pixel, ce qu'il va faire, c'est qu'il va le démixer linéairement en suivant comme une déconvolution bicubique. Et le problème, c'est que quand on a quelque chose avec des valeurs, je dis un truc comme ça un peu au hasard, mais de 180 par exemple, là, quand on est codé en 8 bits, avec un très bon rapport signal sur bruit, la déconvolution fonctionne correctement. Le problème, c'est que ce qui fait que quand on a par exemple une ligne, qu'on a d'un côté de l'herbe verte
et puis un toit blanc, mettons, comme ça c'est facile à visualiser. Sur la limite des pixels, là, entre les deux, on va avoir une espèce de mélange entre le toit blanc et l'herbe verte. Et puis lui, il va faire une super déconvolution de ce pixel mi-vert, mi-blanc pour reconstruire un pixel vert d'un bord et un pixel blanc de l'autre. C'est ce qu'on veut dans le cadre de la bordure du toit pelouse. Le problème, c'est que quand on est un peu dans des zones un peu obscures ou s'il y a des zones avec comme un rapport signal sur bruit qui est comme moins bon, il va faire cette même déconvolution. Le hic, c'est que quand j'ai un petit pixel qui est un peu plus clair que les pixels environnants, ça n'est pas une information. Il se trouve que le rapport signal sur bruit n'est pas très bon et le pixel est un petit peu plus clair. Il va faire un démixage de ça et puis il va créer un pixel plus clair et un pixel encore plus foncé. Parce qu'il croit que ce pixel qui est un peu du bruit, c'est un objet qui est constitué d'un objet plus foncé et d'un objet plus clair. Et ça fait apparaître des artefacts là partout. Et c'est difficile à s'en départir. Peut-être en pré-process, là, en pré-traitement, je veux dire, en pré-traitement, on pourrait peut-être essayer de faire passer des algorithmes de débruitage, de lissage, etc., pour essayer de diminuer ces artefacts-là. Il y a une publication de 2019 qui fait ça, qui présente des résultats excellents et qui ont la particularité, comme malheureusement dans un petit peu trop de papier à mon goût, d'être excellents sur les images qu'ils montrent et de ne pas être aussi excellents sur les images des voisins. En tout cas. Mais c'est quand même intéressant. Ouais, en fait, tu fais bien de le mentionner, puis c'est un peu ce que je voulais soulever là, c'est qu'effectivement, en super résolution, j'ai l'impression, comme on augmente la qualité de l'image, s'il y a du bruit sous-jacent, comme du bruit qui apparaît additif, par exemple, au niveau des ombres, là, il va également améliorer en fait le bruit, améliorer entre guillemets. Ouais. Fait qu'en pré-traitement, évidemment, il faudrait peut-être réfléchir je pense aux ondelettes là. On en a déjà parlé, mais à faire une décomposition en ondelettes, garder simplement en fait l'image reconstruite là, en minimisant le bruit. Et je pense qu'il pourrait y avoir de très bons résultats là-dessus. Là. Mais super, merci. Excellent. Est-ce qu'il y a d'autres questions, d'autres commentaires? C'est dommage, j'avais préparé des slides super cool là, pour les questions. J'aurais dû les rajouter dans la présentation. Okay. J'avais des slides exprès pour prouver que les réseaux de neurones n'étaient pas en tout intelligents et qu'ils ne comprenaient pas les choses. Un réseau de neurones ne comprend pas. En tout cas, c'est pas grave. Ou il ne comprend pas ce qu'on a envie qu'il comprenne, en tout cas. Oui, ça c'est bien dit, c'est pour ça que j'aime pas on dit comme, regarde, il extrait les caractéristiques pertinentes, il comprend ce qu'est un panda. Non, le réseau de neurones ne comprend pas l'idée de panda. Et il y a un très bon exemple là, que j'avais mis en illustration de Yann Lequin, non, Goodfellow, où il montrait en ajoutant seulement 0,7% de bruit, mais du bruit adversaire qui avait été comme fait exprès. Le réseau de neurones passe de 53% de confiance que le panda est bien un panda, et c'est un panda. Vous regardez l'image du panda avec le bruit, comme on a ajouté seulement 0,7% de bruit, on ne voit rien, on voit juste un panda. Mais le réseau de neurones croit à 99% qu'il s'agit d'un gibbon. Alors que ça ne ressemble pas du tout à un gibbon. C'est parce que le réseau de neurones ne comprend pas ce qu'est un panda. C'est une suite d'opérations mathématiques qui donne le bon résultat. Il n'y a pas quelqu'un qui a compris le concept de panda derrière, là. Et j'avais envie de parler de ça, en tout cas. Excellent. Alors, donc, merci beaucoup, Étienne, encore une fois, pour la qualité de cette présentation. Alors, donc, je vous remercie tous donc d'avoir assisté à la présentation et je profite de l'occasion justement pour remercier Nicolas Marchand pour l'organisation de tout ça. C'est notre métronome, donc c'est lui qui est à la barre et qui nous permet à chaque fois d'assister à des midi map aussi intéressants les uns que les autres. Alors donc, je vous rappelle que début mai, c'est l'ACFAS et que nous avons un colloque à l'ACFAS. Donc, vous êtes invités vraiment à vous inscrire pour participer en grand nombre. Le tout va se passer en mode virtuel. Alors, peut-être que Nicolas a quelques mots à dire là-dessus parce que c'est lui qui organise encore ça. Ouais, c'est ça. Dans le fond, ça va être un colloque réparti sur 2 jours, au cours duquel on va avoir la chance d'assister à 24 conférences. 24 conférences axées sur la thématique de l'observation de la Terre à l'ère de la 4e révolution industrielle. Donc, on va parler
d'intelligence artificielle, même si Étienne n'aime pas le mot d'intelligence. On va parler de deep learning, machine learning, de web 2.0, de réalité virtuelle et de toutes ces belles petites choses-là. Fait qu'on peut s'inscrire sur le site de l'ACFAS pour pouvoir y assister. Puis ça donne évidemment accès à tous les autres colloques qui sont présentés à l'ACFAS pendant la semaine. Fait que nous, c'est les 3 et 4 mai, si je dis pas de bêtises. Oui. Et puis le colloque le congrès de l'ACFAS au complet, c'est du 3 au 7 mai normalement, quelque chose comme ça. Alors donc, excellent. Vous êtes donc tous invités à vous inscrire et à diffuser l'information auprès de vos réseaux. Merci énormément et à la prochaine. Merci beaucoup. Merci. Bonne journée. Bonne journée. Bonne journée. Merci, bonne journée.